Je déposais mon mari tous les jours à la station de métro de Paris. Il m'embrassait et disait « Je t'aime éternellement ». Je l'embrassais en retour et allais à mon bureau. Mais un soir, alors que je marchais près de chez moi, mon voisin a murmuré « Votre maison n'est pas vide pendant la journée ». Et il est parti. Alors j'ai installé une caméra. Ce que j'ai vu à l'écran a fait bouillir mon sang. Alors j'ai « Bonjour à tous, je m'appelle Camille, j'ai 57 ans et je vis à Paris depuis toujours ». Avant de commencer cette histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à commenter d'où vous nous écoutez. Votre soutien compte énormément. Merci d'être là. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé. La pluie fine couvrait les rues de Paris ce matin d'automne. Je conduisais ma Peugeot à travers les boulevards étroits du 11e arrondissement, Antoine assis à côté de moi. Il regardait par la fenêtre, un léger sourire aux lèvres. Nous étions mariés depuis 23 ans. 23 années de routine, de tendresse, de mots doux répétés chaque matin. Je me garais toujours au même endroit, devant la station de métro Bastille. Il se tournait vers moi, prenait mon visage entre ses mains et disait « Je t'aime éternellement, mon amour ». Je souriais. Je répondais « Moi aussi ». Et je le croyais. Chaque mot, chaque geste, chaque promesse murmurée dans la douceur de l'aube parisienne. Ce matin-là ne fut pas différent. Il m'embrassa avec la même intensité que d'habitude, descendit de la voiture et disparut dans la foule qui se précipitait vers les escaliers du métro. Je le regardais partir, comme toujours, avant de redémarrer en direction de mon cabinet d'avocat, situé dans le 8e arrondissement. À 57 ans, j'étais associé principal dans un cabinet spécialisé en droit des affaires. Ma vie était structurée, prévisible, sécurisante. Je pensais que mon mariage l'était aussi. La journée fut longue. Réunions avec des clients, révision de contrats, négociations tendues. Quand je quittais le bureau, il était presque 20 heures. Le ciel était déjà sombre, les lampadaires éclairaient les trottoirs mouillés. Je décidai de rentrer à pied, comme je le faisais parfois pour décompresser. Je marchais lentement sur la rue de la Roquette, observant les vitrines des boutiques, les terrasses de café où les gens riaient autour de verres de vin rouge. L'odeur du pain chaud sortait d'une boulangerie encore ouverte. Paris sentait l'automne, le café et les feuilles mortes. C'est alors que je sentis une présence à mes côtés. Je me tournai et vis Monsieur Leclerc, mon voisin de palier. Un homme d'une 60aine d'années, toujours discret, presque invisible. En 5 ans de voisinage, nous avions à peine échangé plus de 10 phrases. Il portait un manteau gris et une écharpe noire. Son visage était tendu, comme s'il portait un poids énorme sur les épaules. Il s'approcha de moi, regarda autour de lui pour vérifier que personne ne nous écoutait, et murmura si bas que je dus me pencher pour entendre. « Votre maison n'est pas vide pendant la journée. Tous les jours, à 10 heures, elle est bien fréquentée. Faites attention. » Avant que je puisse répondre, avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, il accéléra le pas et disparut dans la foule. Je restais immobile au milieu du trottoir, les gens me contournant avec irritation. Mon cœur battait fort. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « fréquenter » ? Qui entrait chez moi ? Pourquoi ? Mon esprit se mit à tourner à toute vitesse. Antoine était au travail toute la journée. Il enseignait la littérature dans un lycée de banlieue. Il partait à 8 heures et rentrait vers 18 heures. Nous n'avions pas d'enfants, pas de femmes de ménage qui venaient en journée. Personne n'avait les clés de chez nous, à part nous deux. Je marchais jusqu'à mon immeuble, montai les escaliers lentement, ouvris la porte de l'appartement. Antoine était assis dans le salon, regardant un documentaire sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il leva les yeux et me sourit. « Bonsoir, chérie. Comment s'est passée ta journée ?» Sa voix était douce, chaleureuse. Je le regardais, son visage familier, ses yeux bleus que je connaissais par cœur, ses cheveux grisonnants. « Bien », répondis-je automatiquement. « Longue, mais bien. » Il se leva, m'embrassa sur la joue et retourna s'asseoir. Tout était normal, trop normal. Les mots de Leclerc résonnèrent dans ma tête comme une alarme que je ne pouvais pas éteindre. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Je fixais le plafond, écoutant la respiration régulière d'Antoine à côté de moi. Qui pouvait entrer chez nous?
Pourquoi Leclerc m'avait-il dit cela? Était-ce une erreur? Une confusion? Mais non. Il avait été trop précis. 10 heures, tous les jours, fréquenté. Ce mot résonnait dans mon esprit. Fréquenté par qui? Le lendemain matin, je fis semblant que tout allait bien. Je préparais le café, grillais le pain, étalais de la confiture de framboise. Antoine descendit, m'embrassa dans le cou. « Bonjour, mon amour. » Je souris mécaniquement. À 8h15, je le déposai au métro. Il m'embrassa. « Je t'aime éternellement. » Ces mots qui avant me réchauffèrent le cœur sonnaient maintenant étrangement. Je répondis machinalement et le regardai partir dans la foule. Mais au lieu d'aller directement au bureau, je garai la voiture et marchai jusqu'à un magasin d'électronique sur la rue de Rivoli. Mon cœur battait vite. Je savais ce que je devais faire. J'entrai et demandai à voir les caméras de surveillance discrètes. Le vendeur, un jeune homme aux cheveux longs, me montra plusieurs modèles. « Celle-ci est minuscule, madame. On peut la cacher n'importe où. Elle se connecte directement à votre téléphone. » Je la pris. J'en achetai 3. Je payai en liquide. Je ne voulais aucune trace. Je rentrai chez moi. Mes mains tremblaient en installant les caméras. Une dans la bibliothèque du salon, cachée entre les livres. Une deuxième dans la cuisine, derrière l'horloge murale. La troisième dans le couloir, avec vue directe sur la porte d'entrée. Je téléchargeai l'application, connectais les caméras. Tout fonctionnait parfaitement. L'image était nette, le son clair. Je me sentis malade. Partie de moi espérait que Leclerc se trompait, que c'était une erreur, que mon mari de 23 ans n'avait rien à cacher. Mais une autre partie de moi savait déjà, savait que quelque chose n'allait pas, que les mots « je t'aime éternellement » répétés chaque matin étaient peut-être un mensonge. Je quittai la maison et allai au bureau, mais je ne pouvais pas me concentrer. Les minutes passaient comme des heures. À 9h50, j'ouvris l'application sur mon téléphone. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. 10 heures arrivèrent. L'écran montrait la porte d'entrée. Vide. Silence. 5 minutes passèrent. Rien. Peut-être que Leclerc s'était trompé après tout. Et puis, à 10h07, j'entendis un son. Le bruit d'une clé dans la serrure. Mon sang se glaça. La porte s'ouvrit. 2 femmes entrèrent. Jeunes, élégantes, la trentaine peut-être. La première avait les cheveux blonds coupés courts, portait un manteau beige et des talons hauts. La seconde était brune, vêtue d'un blouson de cuir noir et d'un jean slim. Elles parlaient en français, riaient, complètement à l'aise, comme si elles étaient chez elles. Mon cœur s'arrêta. Je fixai l'écran de mon téléphone, assise à mon bureau, incapable de bouger. Qui étaient ces femmes? Comment avaient-elles les clés de mon appartement? La blonde retira ses chaussures dans l'entrée, posa son sac sur la console. « J'ai tellement besoin d'une douche », dit-elle en français. Sa voix était claire, jeune, insouciante. La brune alla directement à la cuisine. J'entendis le bruit de la porte du réfrigérateur qui s'ouvrait. « Il y a des croissants », dit-elle avec excitation. « Tu veux du café ?» La blonde répondit depuis le couloir. « Oui, s'il te plaît. Je vais me laver rapidement. » J'entendis l'eau couler dans la salle de bain. Ma salle de bain, mon savon, mes serviettes. Pendant ce temps, la brune préparait du café dans ma cuisine, utilisait mes tasses, mangeait mes croissants achetés la veille au marché. Elle s'assit à la table, sortit son téléphone et se mit à scroller tranquillement, comme si de rien n'était. 15 minutes plus tard, la blonde sortit de la salle de bain, une serviette enroulée autour du corps. Elle alla dans le salon, ouvrit son sac et en sortit des vêtements. Elle se changea là, devant la caméra, sans gêne. Elle enfila une robe noire, se maquilla en utilisant un petit miroir de poche. La brune la rejoignit avec 2 tasses de café. Elles s'assirent sur mon canapé et discutèrent. « Tu as un rendez-vous à quelle heure ?» demanda la brune. « Midi, » répondit la blonde. « J'ai le temps. Et toi ?»« 13 heures. On est bien ici, franchement. »« C'est pratique. »« Pratique !» Ce mot me transperça. Mon appartement était devenu un point de passage pour des inconnus. Un vestiaire privé. Un café gratuit. Je restai figé, regardant l'écran. Ma collègue de travail, maître Dubois, passa devant mon bureau. « Camille, ça va ? Tu es toute pâle. »
Je levai les yeux, tentai de sourire. « Oui, oui, juste un peu fatiguée. » Elle hocha la tête et continua son chemin. Je baissai à nouveau les yeux sur mon téléphone. Les deux femmes étaient toujours là, riant, buvant mon café, utilisant mon espace comme si c'était le leur. À 11h30, elles se levèrent, rangèrent leurs affaires, remirent leurs chaussures. La blonde vérifia son rouge à lèvres dans le miroir de l'entrée. « On se voit demain », demanda la brune. « Peut-être, je te dirai. » Elles sortirent, fermèrent la porte à clé derrière elles. Le silence retomba dans l'appartement. Je restai assise là, tremblante, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Qui leur avait donné les clés? Antoine? Mais pourquoi? Quel était le lien entre lui et ces femmes? Je sentis la nausée monter. Je fermai l'application, posai le téléphone sur mon bureau et me forçai à respirer. Il fallait que je sache plus. Il fallait que je reste calme. Je ne pouvais rien dire à Antoine. Pas encore. Pas avant de comprendre toute l'étendue de ce qui se passait. Le soir, quand je rentrai à la maison, Antoine était déjà là, préparant le dîner. L'odeur des oignons caramélisés remplissait la cuisine. « Bonsoir, chérie », dit-il en m'embrassant. « J'ai fait ta tarte préférée, au poireau et au fromage de chèvre. » Il souriait, détendu, heureux. Je le regardais. Cet homme que je connaissais depuis 23 ans. Cet homme qui me disait « Je t'aime éternellement » chaque matin. Que cachait-il? « Merci », dis-je doucement. Nous mangeâmes en silence. Il me parla de sa journée au lycée, d'un élève brillant qui avait écrit un essai remarquable sur Camus. Je hochai la tête, fis semblant d'écouter. Mais dans ma tête, je revoyais les deux femmes dans mon salon. Leur rire, leur aisance, leur familiarité avec mon espace. Cette nuit-là, je me tournais et retournais dans le lit. Antoine dormait profondément à côté de moi. Je le regardais dans la pénombre, son visage paisible, ses mains posées sur la poitrine. Qui était-il vraiment? Après toutes ces années, le connaissais-je seulement? Le lendemain matin, mardi, la routine recommença. Je le déposai au métro. Il m'embrassa. « Je t'aime éternellement. » Je souris. Moi aussi. Mensonge. Les mots étaient vides maintenant, creux. Je partis pour le bureau, mais cette fois, j'étais préparée. À 10h, j'ouvris l'application. À 10h05, la porte s'ouvrit à nouveau. Mais cette fois, ce n'étaient pas les deux femmes de la veille. C'était une autre. Une rousse avec des tatouages sur les bras, portant un perfecto noir et des bottines à clous. Elle entra seule, ferma la porte derrière elle, retira sa veste. Elle alla directement à la salle de bain. J'entendis l'eau couler. Elle prit une douche, se lava les cheveux, utilisa mes produits. 20 minutes plus tard, elle sortit, s'habilla, se maquilla devant le miroir du salon. Elle sortit un sandwich de son sac, le mangea debout dans la cuisine, but un verre d'eau, puis elle quitta l'appartement. 11h15. Tout était terminé. Une autre femme, différente de celle d'hier, qui ne semblait même pas les connaître. Mon esprit tournait à toute vitesse. Combien étaient-elles? Qui leur donnait accès? Était-ce Antoine? Mais pourquoi ferait-il cela? Quel était le but? Je ne comprenais rien. Je passais la journée dans un brouillard, incapable de me concentrer. Les visages des trois femmes tournaient dans ma tête, jeunes, belles, confiantes, utilisant mon appartement comme un service gratuit. Mais pourquoi faire? Se préparer pour des rendez-vous, des entretiens ou autre chose? Le soir, Antoine était à nouveau là, souriant, affectueux. « Tu as l'air fatigué, mon amour. Tout va bien au travail ?» demanda-t-il en caressant mes cheveux. « Oui, juste beaucoup de dossiers en ce moment, mentis-je. » Il m'embrassa sur le front. « Tu travailles trop. Tu devrais te reposer. » Mercredi arriva, le 3e jour. Je déposai Antoine au métro. Même rituel, même baiser, même mensonge. Je t'aime éternellement. Je partis pour le bureau, le cœur lourd. À 10h, j'ouvris l'application. Cette fois, j'étais prête à tout. À 10h03, la porte s'ouvrit. Les trois femmes entrèrent ensemble. La blonde, la brune et la rousse. Elles se connaissaient. Elles riaient, parlaient fort, semblaient être amies. « On a le temps aujourd'hui »,
dit la blonde. Il vient vers 10h30. Mon sang se glaça. Il? Qui était il? Mon cœur commença à battre si fort que j'entendis le pouls dans mes oreilles. Elles s'installèrent dans le salon. La brune prépara du café pour tout le monde. Elles discutèrent de choses banales, du temps, d'un film qu'elles voulaient voir, d'un restaurant qui venait d'ouvrir près des Champs-Élysées. Puis, à 10h27, j'entendis le bruit de la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit. Antoine entra. Mon monde s'effondra. Antoine entra dans l'appartement avec un sourire détendu. Il portait son manteau gris, celui que je lui avais offert pour son anniversaire l'année dernière. Il retira son écharpe, la posa sur le porte-manteau. « Bonjour, mes beautés », dit-il d'une voix chaude, presque affectueuse. Les trois femmes se levèrent. La blonde s'approcha de lui, l'embrassa sur la bouche. Pas un baiser rapide, un vrai baiser, profond, intime. Mon estomac se tordit. Il se tourna vers la brune, passa sa main dans ses cheveux, l'embrassa aussi, puis la rousse, chacune son tour, comme un rituel bien rodé. Elle riait, le touchait, parlaient toutes en même temps. « Tu es en retard », dit la rousse en souriant. « J'ai eu un imprévu au lycée », répondit-il, « mais je suis là maintenant. » Il retira sa veste, s'assit sur le canapé. Les trois femmes s'installèrent autour de lui, la blonde à sa droite, la brune à sa gauche, la rousse assise par terre entre ses jambes. Je regardais l'écran de mon téléphone, assise dans les toilettes de mon cabinet. J'avais fermé la porte à clé. Mes mains tremblaient tellement que je devais tenir le téléphone à deux mains. Des larmes coulaient sur mes joues, mais je ne faisais aucun bruit. Je ne pouvais pas détourner les yeux. Je devais voir. Je devais savoir jusqu'où allait cette trahison. « Vous avez été sage cette semaine ?» demanda Antoine en caressant les cheveux de la blonde. « Toujours », répondit-elle en riant. « On adore venir ici. C'est notre petit refuge. » Il sourit. « Je suis content. Vous méritez un endroit confortable. » La brune se leva, alla à la cuisine, revint avec une bouteille de vin et 4 verres. Elle servit tout le monde. Ils trinquèrent. « À nous », dit Antoine. « À nous », répétèrent les trois femmes en chœur. Ils burent, discutèrent. Antoine racontait des anecdotes sur ses élèves, les faisait rire. Il était charmant, drôle, attentionné, exactement comme il était avec moi. Les mêmes gestes, les mêmes expressions, les mêmes mots doux. « Tu es magnifique », disait-il à la blonde en touchant son visage. « Tu sens bon », murmurait-il à la brune en embrassant son cou. « Tu me manques toujours », chuchotait-il à la rousse en prenant sa main. Je vomis dans les toilettes. Le téléphone tomba par terre. Je le ramassai, essuyai l'écran avec du papier. Je devais continuer à regarder. Je devais tout savoir. Quand je relevai les yeux vers l'écran, Antoine embrassait la rousse. Ses mains étaient sur sa taille. Elle gémissait doucement. Les deux autres regardaient, souriantes, attendant leur tour. Je fermai l'application. Je ne pouvais plus. C'était trop. Je restais assise là, sur le sol froid des toilettes, pleurant silencieusement. 23 ans de mariage. 23 ans à croire que nous étions heureux, que nous nous aimions. Je t'aime éternellement. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une insulte, comme une gifle, comme un couteau planté dans le dos. Quelqu'un frappa à la porte. « Camille, tu es là ?» C'était Maître Dubois. « Oui », répondis-je d'une voix étranglée. « J'arrive dans 1 minute. » J'entendis ses pas s'éloigner. Je me levai, me regardai dans le miroir. Mes yeux étaient rouges, gonflés. Mon maquillage avait coulé. Je me lavai le visage à l'eau froide, me remaquillai rapidement. Je devais être forte. Je ne pouvais pas m'effondrer. Pas maintenant. Pas ici. Je retournai à mon bureau, mais je ne travaillais pas. Je fixais l'écran de mon ordinateur sans rien voir. Mon esprit était ailleurs, dans mon appartement, avec mon mari et ses 3 maîtresses, car c'était bien ce qu'elles étaient, n'est-ce pas? Ces maîtresses, ces amantes, ces mensonges incarnés. Mais quelque chose ne collait pas. Pourquoi leur donnait-il accès à l'appartement même quand ils n'étaient pas là? Pourquoi les laissait-il utiliser la maison comme un vestiaire? Quel était le but? Et surtout,
Depuis combien de temps cela durait-il? Le soir, je rentrais tard. Antoine était déjà couché. Je me déshabillais dans le noir, me glissais sous les draps en gardant mes distances. Il se tourna vers moi, encore à moitié endormi, passa son bras autour de ma taille. « Bonne nuit, mon amour », murmura-t-il. Je fermai les yeux. Je ne répondis pas. Le dégoût me submergeait. Cette nuit-là, je ne dormis pas du tout. Je fixais le plafond, écoutant sa respiration régulière. À côté de moi, dormait un étranger, un menteur, un tricheur, un homme que je ne connaissais pas. Toutes ces années, qui avait-il été vraiment? Combien de femmes y avait-il eu? Combien de mensonges avait-il tissés? Les larmes coulaient sur mes tempes, mouillaient l'oreiller. Mais je restais silencieuse. Je ne voulais pas qu'il sache, pas encore. J'avais besoin de réfléchir, de planifier, de décider quoi faire. Car une chose était certaine, je ne resterai pas passive. Je ne fermerai pas les yeux. Je ne pardonnerai pas. Le lendemain matin, jeudi, je me levai avant lui. Je préparais le café, grillais le pain, comme d'habitude. Quand il descendit, je lui souris. « Bonjour », dis-je calmement. Il m'embrassa sur la joue. « Bonjour chérie, tu as bien dormi ?»« Très bien », mentis-je. À 8h15, je le déposai au métro. Il m'embrassa. « Je t'aime éternellement. » Je le regardai dans les yeux. « Moi aussi », dis-je. Dernier mensonge avant la tempête. Je rentrai chez moi. J'allumai mon ordinateur portable. J'ouvris un document vierge. Et je commençai à écrire. Un plan, détaillé, méthodique, froid. Antoine m'avait trahi de la pire des manières. Il m'avait menti pendant des mois, peut-être des années. Il avait transformé notre maison en terrain de jeu pour ses aventures. Il méritait quelque chose de spécial, quelque chose qui le marquerait, qui lui ferait comprendre l'ampleur de ce qu'il avait détruit. Je n'allais pas simplement le confronter. Je n'allais pas crier, pleurer, supplier, non. J'allais jouer à son jeu, mais mieux que lui, plus intelligemment, plus cruellement. J'avais 1 semaine devant moi, 5 jours ouvrables, 5 opportunités de lui envoyer des messages, des signes, de semer le doute, de créer la peur, de détruire sa petite routine confortable. Lundi, je laisserai quelque chose hors de place, quelque chose que les femmes remarqueraient, quelque chose qui les ferait douter. Mardi, je créerai de l'inconfort, du dégoût, une gêne. Mercredi, je laisserai un message silencieux mais clair, un avertissement. Jeudi, je me montrerai, je ferai tout s'effondrer. Vendredi, le coup de grâce, la fin de tout. J'écrivis chaque détail, chaque étape. J'anticipais les réactions, les questions, les doutes. Quand j'eus terminé, je relus le plan 3 fois. C'était parfait, implacable. Antoine allait comprendre ce que cela faisait de perdre tout ce qu'on croyait acquis. Je fermais l'ordinateur, me levais, regardais par la fenêtre. Paris s'étendait devant moi, indifférente à ma douleur. Les gens marchèrent dans les rues, vivaient leur vie, ignorant le drame qui se jouait dans mon appartement. J'inspirais profondément. La guerre était déclarée. Et cette fois, j'allais gagner. Le week-end passa dans un brouillard étrange. Je jouais mon rôle à la perfection. La femme aimante, l'épouse attentionnée. Nous allâmes au marché samedi matin, comme chaque semaine. Antoine choisit des pommes, des fromages, du pain frais. Il me tenait la main en marchant entre les étals. « Tu es silencieuse ces derniers jours », remarqua-t-il. « Tout va bien ?» Je souris. « Oui, juste fatiguée par le travail. » Il hocha la tête, convaincu. Il était si facile à duper. Dimanche soir, il sortit avec ses amis pour regarder un match de football dans un bar du Marais. « Je rentre vers 23h, dit-il en m'embrassant. « Ne m'attends pas. » Dès que la porte se ferma, je me mis au travail. J'avais exactement 3 heures devant moi. Je montai dans notre chambre. Le plan était simple, mais efficace. Je pris le cadre photo de notre lune de miel en Grèce, celui qui était posé sur la commode depuis 15 ans. Nous y étions jeunes, bronzés, heureux. Je le retournai face contre le meuble. Puis je pris la brosse à cheveux d'Antoine, celle qu'il utilisait chaque matin, et la posai au milieu du lit. Soigneusement placée, impossible à manquer. Je sortis une de ses chaussettes sales du panier à linge et la glissai sous son oreiller, juste assez visible pour qu'on la remarque.
Des petits détails, anodins pour quelqu'un qui vivait ici, mais étranges pour des visiteuses, des choses qui feraient naître des questions. Pourquoi la photo est-elle retournée? Qui a laissé cette brosse-là? Est-ce que quelqu'un d'autre vient ici? Le doute. C'était tout ce dont j'avais besoin. Planter la graine du doute. Je redescendis, m'assis sur le canapé et attendis. Antoine rentra à 23h15, légèrement ivre, sentant la bière. « Tu es encore debout ?» demanda-t-il en retirant sa veste. « Je lisais » répondis-je en montrant le livre posé sur mes genoux. Il m'embrassa sur le front et monta se coucher. Je restai en bas encore 1 heure, le cœur battant, imaginant la scène du lendemain. Lundi matin. La routine habituelle. Café, pain grillé, confiture. Antoine descendit, frais et souriant. « Belle journée qui commence », dit-il en regardant par la fenêtre. Je hochai la tête. À 8h15, je le déposai au métro Bastille. Il m'embrassa. « Je t'aime éternellement, mon amour. » Je souris. « Moi aussi. » Les mots étaient du poison dans ma bouche. Je me garai à 2 rues de là, sortis mon téléphone et ouvris l'application des caméras. Mon cœur battait vite. À 10h06, la porte s'ouvrit. La blonde et la brune entrèrent ensemble. Elles parlèrent de leur week-end. « J'ai rencontré quelqu'un samedi soir », disait la brune. « Il était sublime. » La blonde riait. « Tu dis ça de tous les hommes que tu rencontres. » Elles retirèrent leurs chaussures, posèrent leurs sacs. La blonde alla directement dans la chambre pour prendre quelque chose dans le sac qu'elle y avait laissé la semaine précédente. Elle entra, alluma la lumière et s'arrêta net. Je vis son visage sur l'écran de la caméra de la chambre. La confusion. Elle regarda le cadre photo retourné, fronça les sourcils, s'approcha, le prit, regarda notre photo, puis remarqua la brosse au milieu du lit et la chaussette qui dépassait sous l'oreiller. « Léa ?» appela-t-elle. La brune arriva. « Quoi ?» La blonde pointa du doigt. « Regarde, c'était comme ça la dernière fois ?» La brune observa la scène. « Non, je ne crois pas. Pourquoi le cadre est retourné ?»« Je ne sais pas. » « Et ça ?» Elle montra la brosse. « Qui laisse sa brosse au milieu du lit ?» Le silence tomba entre elles. Je voyais leur visage tendu, inquiet. « Tu crois que sa femme sait quelque chose ?» murmura la brune. La blonde haussa les épaules. « Comment elle pourrait savoir? Elle travaille toute la journée. » Mais sa voix manquait de conviction. Elle remit le cadre à l'endroit, enleva la brosse du lit, retira la chaussette. Mais le malaise était palpable. Elles redescendirent au salon, prirent leur café en silence. L'ambiance avait changé. Plus de rire, plus d'insouciance, juste une tension sourde. « On devrait en parler à Antoine », dit finalement la blonde, « lui demander si tout va bien ici. » La brune acquiesça. « Oui, il y a quelque chose d'étrange. » Elles partirent 20 minutes plus tôt que d'habitude. Je fermai l'application et souris. Le premier coup était porté. Le doute était semé. Maintenant, il fallait le faire grandir. Le soir, Antoine rentra avec un bouquet de fleurs, des roses rouges. « Pour toi », dit-il en me les tendant, sans raison particulière, juste parce que je t'aime. Je pris les fleurs, les sentis. « Merci, c'est gentil. » Mais dans ma tête, je savais. Il avait reçu des questions, des inquiétudes, et il essayait de se rassurer, de maintenir l'illusion. « Tout va bien au travail ?» demandai-je innocemment. « Oui, oui, très bien. Pourquoi ?» « Comme ça. Tu sembles préoccupé ces derniers temps. » Il secoua la tête. « Non, tout va parfaitement bien. » Mais ses yeux disaient le contraire. Il y avait une fissure, petite, presque invisible. Mais elle était là. Cette nuit-là, allongé dans le noir, j'entendis son téléphone vibrer plusieurs fois. Il le prit, lut les messages, tapa rapidement des réponses. Je fis semblant de dormir. Mais je savais. Les femmes lui posaient des questions. Et lui, il mentait. Comme toujours. Mais cette fois, les mensonges ne suffiraient plus. Mardi arriverait bientôt. Et avec lui, une nouvelle étape. Plus désagréable, plus dérangeante.
J'avais hâte de voir leur visage quand elles découvriraient ce que j'avais préparé. Je me réveillais à 5 heures du matin. Antoine dormait encore profondément. Je descendis à la cuisine sur la pointe des pieds. J'ouvris le réfrigérateur et sortis la bouteille de lait entamée, le yaourt nature et le fromage de chèvre. Je laissai tout sur le comptoir pendant 2 heures. Le lait commença à sentir, surtout dans la chaleur de la cuisine. À 7 heures, je remis tout dans le réfrigérateur, bien en vue. Puis, je sortis le sac poubelle de la cuisine, y ajoutai des restes de poisson d'il y a 3 jours que j'avais cachés au fond, et le remis dans la poubelle sans fermer le sac correctement. L'odeur commençait déjà à se répandre. Antoine descendit à 7h30. « Ça sent bizarre ici », remarqua-t-il en fronçant le nez. « Vraiment ?» fis-je innocemment. « Je ne sens rien. Tu veux que je sorte les poubelles ?»« Non, non, c'est bon. Je le ferai ce soir. » Il but son café rapidement, semblant pressé de partir. « Parfait. À 8h15, je le déposai au métro. Le même rituel, le même baiser, les mêmes mots. Je t'aime éternellement. Mais cette fois, sa voix semblait moins assurée, comme s'il sentait que quelque chose changeait, que le sol sous ses pieds devenait moins stable. Je me garai à mon emplacement habituel et ouvris l'application à 9h55. Mon cœur battait d'anticipation. À 10h04, la rousse entra. Seule cette fois. Elle portait un jean déchiré et un pull noir oversize. Elle retira ses bottes, posa son sac. Et immédiatement, elle fit une grimace. « Qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» murmura-t-elle pour elle-même. Elle alla vers la cuisine, suivant l'origine de la puanteur. Elle ouvrit la poubelle et recula immédiatement. « Mon Dieu, c'est dégueulasse !» Elle referma violemment le couvercle, se couvrit le nez avec sa main. Elle ouvrit le réfrigérateur pour prendre de l'eau et là, l'odeur du lait aigre la frappa en plein visage. Elle prit la bouteille, la sentit et eut un haut-le-cœur. « Mais c'est pas possible. Comment il peut vivre comme ça ?» Elle jeta la bouteille dans l'évier avec dégoût, prit le yaourt, vérifia la date. Périmé depuis 2 jours, elle le jeta aussi. Le fromage suivit. Elle ouvrit les fenêtres de la cuisine, en grand, malgré le froid de novembre. « Quel porc !» marmonna-t-elle. Je souris en regardant l'écran. Exactement la réaction que j'attendais. Elle ne prit pas de douche ce jour-là. Elle ne s'installa pas confortablement. Elle resta dans le salon, loin de la cuisine, visiblement dégoûtée. Elle sortit son téléphone et envoya des messages. Je ne pouvais pas lire ce qu'elle écrivait, mais je devinais. Elle se plaignait. Elle exprimait son mécontentement. 20 minutes plus tard, elle quitta l'appartement, le visage fermé, irritée. Je fermai l'application et me rendis au bureau. La journée passa lentement. Chaque heure semblait durer une éternité. Je pensais à Antoine, recevant probablement des messages furieux, des reproches, des questions. « Pourquoi ta maison est-elle si sale ? Tu ne respectes rien ? C'est répugnant. » Le soir, quand je rentrais, Antoine était dans la cuisine, le visage crispé. Il avait sorti les poubelles, nettoyé le réfrigérateur, ouvert toutes les fenêtres. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-il. « C'était infect. Le lait était pourri, les poubelles puaient. » Je haussai les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être qu'on a oublié de jeter des choses. Tu sais comment c'est quand on est occupé. » Il me regarda, suspicieux. « Mais on ne laisse jamais pourrir la nourriture comme ça. »« Eh bien, apparemment si, » répondis-je calmement en posant mon manteau. « Ce n'est pas grave. C'est nettoyé maintenant. » Il n'insista pas, mais je voyais son esprit travailler. Les questions s'accumulaient. Les coïncidences devenaient trop nombreuses. La photo retournée, la nourriture pourrie. Quelque chose n'allait pas, et il commençait à le sentir. Cette nuit-là, il se tourna vers moi dans le lit. « Camille, tu es sûre que tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Oui, » répondis-je sans le regarder. « Pourquoi cette question ?»« Je ne sais pas. J'ai l'impression que tu es distante ces derniers jours. » Je me tournai vers lui, le regardai dans les yeux. « Je suis fatiguée, Antoine, c'est tout. Le travail est intense. » Il hocha la tête, mais il ne semblait pas convaincu. Il m'embrassa sur le front et se tourna de l'autre côté. Je restai éveillée longtemps après qu'il se soit endormi. Mercredi approchait.
Le jour où je laisserai le message le plus clair, le plus direct. Le jour où la peur commencerait vraiment à s'installer. 4 serviettes dans la salle de bain. 1 pour chacun d'eux. Un message silencieux, mais impossible à ignorer. Je sais. Je fermais les yeux et imaginais leur visage. La panique, la confusion, la réalisation lente et terrifiante qu'ils n'étaient plus en sécurité, que quelqu'un savait, que leur petit secret confortable était découvert. Et demain, ce ne serait que le début. Mercredi matin, le jour le plus important de ma stratégie. Je me levai avant l'aube, à 5h30. Antoine dormait encore, la bouche légèrement ouverte, ronflant doucement. Je le regardais quelques secondes. Cet homme qui partageait mon lit depuis 23 ans. Cet homme qui me trahissait avec 3 femmes différentes. Je ne ressentais plus rien. Ni amour, ni haine. Juste du vide. Je descendis et commençai ma préparation. Je montai dans la chambre avec des draps propres. Je retirai ceux du lit, les mis à la machine à laver. Je refis le lit avec des draps blancs immaculés, sentant la lavande fraîche. Je lissai chaque pli, ajustai les oreillers avec une précision militaire. Le lit ressemblait à celui d'un hôtel 5 étoiles. Impeccable, parfait, trop parfait. Puis je me rendis dans la salle de bain. C'était là que se trouvait le cœur de mon message. J'ouvris l'armoire à linge et sortis 4 serviettes blanches. Pas 2, pas 3, 4. Une pour la blonde, une pour la brune, une pour la rousse, une pour Antoine. Je les pliais soigneusement et les disposais sur l'étagère au-dessus du lavabo. Bien visibles, alignés, impossibles à manquer. Un message clair, silencieux, mais dévastateur. Je sais combien vous êtes. Je redescendis et préparai le café. Antoine apparut à 7h, les yeux encore gonflés de sommeil. « Bonjour », dit-il en bâillant. Je lui tendis une tasse. « Bonjour ». Nous prîmes le petit déjeuner en silence. Il feuilletait son téléphone, probablement lisant les messages des femmes. Je mangeais mon pain grillé tranquillement, savourant chaque bouchée. C'était mon dernier petit déjeuner avec lui en tant qu'épouse ignorante. Demain, tout changerait. À 8h15, je le déposai au métro. Il m'embrassa. « Je t'aime éternellement. » Je le regardai droit dans les yeux. « Je sais, » répondis-je. Il fronça les sourcils, confus par ma réponse étrange. Mais la porte du métro se referma avant qu'il puisse demander quoi que ce soit. Je le regardais disparaître dans la foule, peut-être pour la dernière fois. Je retournai à la voiture et attendis. 9h55. J'ouvris l'application. Mon cœur battait plus fort que les jours précédents. Aujourd'hui, tout allait basculer. À 10h02, la porte s'ouvrit. Les 3 femmes entrèrent ensemble. La blonde, la brune et la rousse. Elles parlaient fort, animées. « Il m'a dit qu'il arrangerait tout », disait la blonde, « qu'il n'y avait rien d'inquiétant. »« Tant mieux », répondit la brune, « parce que franchement, lundi et mardi, c'était bizarre. » Elles retirèrent leurs chaussures, posèrent leurs sacs. La rousse alla directement à la salle de bain. J'entendis l'eau couler. Quelques secondes de silence, puis sa voix, forte, alarmée. « Les filles, venez voir ça !» La blonde et la brune accoururent. Je voyais leurs 3 silhouettes dans le cadre de la caméra du couloir, serrées dans l'embrasure de la porte de la salle de bain. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda la rousse en pointant les 4 serviettes. La blonde s'approcha, les compta. 1, 2, 3, 4. Sa voix était blanche. « Pourquoi 4 serviettes ?»« Il y en a toujours 2, dit la brune. « Ou aucune, jamais 4. » Le silence tomba, lourd, épais. Je voyais leurs visages sur l'écran. La confusion cédait lentement la place à la peur. « Vous pensez que... » commença la rousse sans finir sa phrase. « Que sa femme sait ?» termina la blonde. « Comment elle pourrait savoir? Elle n'est jamais là. » Mais sa voix tremblait. Elle n'y croyait pas elle-même. « Les choses bizarres depuis lundi, » murmura la brune. « La photo retournée, la nourriture pourrie, et maintenant ça, ce n'est pas une coïncidence. » La rousse sortit son téléphone. « J'appelle Antoine. » Elle composa le numéro, mit le haut-parleur. Ça sonna 4 fois avant qu'il réponde. « Allô ?» Sa voix était prudente. « Antoine, c'est nous, on est chez toi.
Il y a 4 serviettes dans la salle de bain. 4. Silence à l'autre bout, puis « Quoi ?» 4 serviettes blanches, bien pliées, alignées, comme si quelqu'un savait qu'on est 4 à venir ici. J'entendis Antoine respirer fort dans le téléphone. C'est impossible. Camille ne sait rien. Tu en es sûre ? Demanda la blonde, la voix dure. Parce que ça ressemble beaucoup à un message. Je vais rentrer. Restez là. Je vais régler ça. Il raccrocha. Les 3 femmes se regardèrent. La panique était visible sur leurs visages. On devrait partir, dit la rousse. Non, répondit la blonde. On attend. Je veux des explications. Elles descendirent au salon, s'assirent, tendues, silencieuses. Personne ne rit, personne ne prépara de café. Elles attendaient juste, figées dans l'inconfort et l'inquiétude. 15 minutes plus tard, j'entendis la clé dans la serrure. Antoine entra, essoufflé, le visage rouge. « Vous êtes encore là ?» demanda-t-il. « Évidemment », répondit la blonde en se levant. « Explique-nous, les serviettes, les trucs bizarres depuis lundi. Qu'est-ce qui se passe ?» Antoine monta à l'étage. Je le suivis sur la caméra de la chambre. Il entra dans la salle de bain, regarda les 4 serviettes. Son visage devint livide. Il les toucha, les compta. Je voyais ses mains trembler. Il redescendit lentement. « Je ne comprends pas, » dit-il d'une voix faible. « Camille ne peut pas savoir. C'est impossible. »« Alors, qui a mis ces serviettes-là » demanda la brune. « Le fantôme de Noël ?» La rousse secoua la tête. « Moi, je pars. C'est trop risqué. Si sa femme sait, on est toutes dans la merde. »« Attends, » dit Antoine en essayant de la retenir. Mais elle prit son sac et sortit en claquant la porte. La blonde et la brune restèrent encore quelques minutes. « Antoine, tu dois découvrir ce qui se passe, » dit la blonde. « Parce que si ta femme nous tend un piège, je ne veux pas en faire partie. » Elles partirent aussi, laissant Antoine seul dans le salon. Je le regardais s'effondrer sur le canapé, la tête entre les mains. Il sortit son téléphone, hésita, puis composa un numéro. Mon numéro. Mon téléphone vibra. Je regardais l'écran. Antoine. Je ne répondis pas. Je laissai sonner jusqu'à ce que ça bascule sur la messagerie. Il rappela. Je ne répondis toujours pas. Il envoya un message. « Camille, où es-tu ? Appelle-moi, c'est urgent. » Je le lus et souris. « Non, mon cher, tu attendras. Demain, tu auras toutes les réponses. Demain, ton monde s'écroulera complètement. Jeudi matin, le jour de la vérité. Je me réveillai à 6 heures, calme, déterminé. Antoine était déjà debout, marchant nerveusement dans la chambre. Il n'avait presque pas dormi. Je l'avais entendu se tourner et se retourner toute la nuit, consulter son téléphone des dizaines de fois. « Tu es réveillé », dit-il en me voyant ouvrir les yeux. « Oui. » Je me levai, enfilai ma robe de chambre. « Camille, il faut qu'on parle », commença-t-il. « De quoi ?» demandai-je innocemment. « De nous, de ce qui se passe. » Je le regardais calmement. « Rien ne se passe, Antoine. Tout va bien. » Il secoua la tête. « Non, quelque chose ne va pas, je le sens. » Je descendis sans répondre. Je préparais le café comme chaque matin. Il me suivit dans la cuisine, agité. « Tu as remarqué des choses bizarres à la maison ces derniers jours ?» demanda-t-il. « Bizarres comment ?»« Je ne sais pas. Des objets déplacés, de la nourriture périmée. » Je haussai les épaules. « Non. Pourquoi ? Tu deviens paranoïaque ?» Il me fixa longtemps, cherchant quelque chose dans mon regard, mais je restais impassible. « Peut-être, » finit-il par dire. À 8h15, je pris mes clés. « Tu ne me déposes pas ce matin ?» demanda-t-il surpris. « Si, bien sûr. Viens. » Nous montâmes dans la voiture. Le trajet se fit dans un silence pesant. Je le déposai au métro Bastille. Il se pencha pour m'embrasser, mais j'esquivai légèrement, et ses lèvres touchèrent ma joue plutôt que ma bouche. Il fronça les sourcils. « À ce soir, » dis-je simplement. Il sortit de la voiture, confus, inquiet. Je le regardais disparaître dans la station de métro. Mais je ne partis pas. Je garai la voiture 2 rues plus loin et attendis.
À 8h30, je sortis mon téléphone et appelai mon assistante. « Bonjour, Sophie. Je ne viendrai pas aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. Annule tous mes rendez-vous. »« D'accord, maître. Soignez-vous bien. » Je raccrochai. Je marchai jusqu'à l'immeuble, entrai par la porte de service à l'arrière que seuls les résidents connaissaient. Je montai par l'escalier de secours jusqu'au 5e étage. J'ouvris la porte de mon propre appartement avec ma clé. Le silence m'accueillit. Je fermai doucement derrière moi et me dirigeai vers le dressing de la chambre. Grand, profond, rempli de vêtements. Je laissai la porte entr'ouverte pour pouvoir voir et entendre. Et j'attendis. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient légèrement. Dans 1 heure, peut-être moins, tout serait terminé. Le mensonge prendrait fin, les masques tomberaient. Je respirais profondément, essayant de calmer mes nerfs. J'entendis l'horloge du salon sonner 9 heures. Puis 10 heures. Quelques minutes passèrent. Puis j'entendis la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit. Des pas. Je reconnus immédiatement sa démarche. Antoine, mon mari, chez lui, alors qu'il était censé être au lycée, à enseigner Molière à des adolescents. Il retira son manteau, le posa sur le porte-manteau. Il semblait nerveux, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Il monta à l'étage, entra dans la salle de bain. J'entendis l'armoire s'ouvrir. Il vérifiait les serviettes, probablement. Puis, il redescendit. 10 minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Une voix féminine. Jeune, douce. « Antoine, tu es là ?»« Oui, entre. » Une femme entra. Je ne la connaissais pas. Ce n'était ni la blonde, ni la brune, ni la rousse. Une 4e. Ou une 5e. Combien était-elle en réalité? Elle avait des cheveux châtains, portait une robe fleurie et des ballerines. Elle posa son sac, s'approcha de lui. « Tu avais l'air stressé au téléphone hier soir. Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. Tout va bien maintenant, » répondit-il en l'attirant vers lui. Il l'embrassa. Sa main glissa dans ses cheveux. Elle gémit doucement. Ils se dirigèrent vers le canapé. Mon canapé. Là où je m'asseyais chaque soir pour lire. Là où nous avions passé des milliers d'heures ensemble. Il la poussa doucement. Elle s'allongea. Il se pencha sur elle. Leurs mains se cherchaient, leurs bouches se trouvaient. Je sortis du dressing. Mes pas étaient silencieux sur le parquet. Je marchai lentement vers l'escalier, descendis, marche après marche. Ils ne m'entendaient pas. Ils étaient trop absorbés l'un par l'autre. J'arrivai au bas de l'escalier. Je m'arrêtai à l'entrée du salon. Et je dis simplement « Antoine ». Le temps s'arrêta. Ils se séparèrent violemment. La femme hurla, se redressa, attrapa son sac. Elle me regarda, les yeux écarquillés de terreur. « Je suis désolée. Elle courut vers la porte et sortit en la claquant derrière elle. Le silence retomba. Antoine était figé sur le canapé, blanc comme un linge. Ses mains tremblaient. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans qu'aucun son n'en sorte. « Camille, » finit-il par articuler, « qu'est-ce que tu fais là ?»« Chez moi ?» répondis-je calmement. « Je me suis posé la même question en te voyant. Tu n'es pas censé être au lycée ?» Il se leva, essaya de reboutonner sa chemise avec des doigts maladroits. « Je peux expliquer. »« Non, » coupai-je d'une voix dure. « Tu ne peux pas. Il n'y a rien à expliquer. » Je sortis une enveloppe de la poche de ma veste et la lançai sur la table basse entre nous. Elle atterrit avec un bruit sec. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Regarde. » Il prit l'enveloppe, l'ouvrit avec des mains qui tremblaient tellement qu'il déchira le papier. Il sortit les documents. Son visage devint encore plus pâle, si c'était possible. « Un divorce ? Demande de divorce pour infidélité, précisai-je. Avec preuve vidéo. 2 semaines d'enregistrement. Toi et tes 4 maîtresses. Peut-être plus, je n'ai pas compté. » Il leva les yeux vers moi, des larmes commençant à couler. « Tu as tout vu ?»« Absolument tout. Les caméras sont là depuis 15 jours, cachées. Elles ont tout enregistré. Chaque baiser, chaque mensonge, chaque trahison. » Il tomba à genoux, littéralement. Ses jambes ne le portaient plus.
Il sanglotait maintenant, la tête entre les mains. « Camille, je t'en supplie, pardonne-moi, c'était une erreur. Je t'aime tellement. Tais-toi, dis-je froidement. Ne prononce plus jamais ces mots. Tu ne sais pas ce que signifie aimer. Tu ne l'as jamais su. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je vais changer. Je vais tout arrêter. » Il rampa vers moi, essaya de toucher mes jambes. Je reculai. « Ne me touche pas. Plus jamais. » Ma voix était calme mais glaciale. « Tu as jusqu'à demain midi pour quitter cette maison. Prends tes affaires et va-t'en. » « Non, non Camille, c'est notre maison. C'était notre maison. Maintenant, c'est la mienne. »« Et si je refuse ?» demanda-t-il, un éclair de défi dans les yeux malgré les larmes. Je souris, un sourire froid, sans joie. « Alors je poste les vidéos en ligne. Je les envoie à la directrice de ton lycée, à tes collègues, à ta mère, à tous nos amis. Le monde entier saura quel genre d'homme tu es vraiment. » Son visage se décomposa complètement. « Tu ne ferais pas ça. Et c'est moi. » Je sortis de l'appartement sans me retourner. Derrière moi, j'entendais Antoine sangloter, appeler mon nom, supplier. Mais je ne me retournai pas. Je descendis les escaliers, sortis de l'immeuble et marchai dans les rues de Paris. L'air froid de novembre me gifla le visage. Je respirais profondément. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais libre. Libre du mensonge. Libre de l'illusion. Libre de cet homme qui avait détruit 23 ans de ma vie. Je marchai jusqu'à un café sur la place de la Bastille. Je commandai un double espresso et m'assis près de la fenêtre. Je sortis mon téléphone. 15 appels manqués d'Antoine. 17 messages. « Camille, réponds-moi. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Je t'aime. Pardonne-moi. » Je les effaçai tous sans les lire complètement. Je le bloquai. Son numéro, ses emails, tout. Il n'existait plus pour moi. Je passais la nuit chez Sophie, ma meilleure amie depuis l'université. Quand je lui racontai tout, elle pleura avec moi. « Ce salaud !» répétait-elle. « 23 ans, comment a-t-il pu ?»« Je ne sais pas, répondis-je. Et je ne veux plus savoir. Tout ce qui m'importe maintenant, c'est de tourner la page. » Elle me serra dans ses bras. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Vendredi matin, le jour final. Je me réveillai à 7 heures dans le canapé de Sophie. Je me préparais, enfilai un tailleur noir, me maquillais soigneusement. Aujourd'hui, je devais être impeccable, implacable. À 9 heures, j'avais rendez-vous avec Maître Rousseau, la meilleure avocate en divorce de Paris. Une femme de 60 ans, redoutable, qui ne perdait jamais ses procès. Je lui montrai tout. Les vidéos, les dates, les heures, les visages des femmes. Antoine entrant dans notre appartement pendant ses heures de travail. Les mensonges accumulés. Elle regarda tout en silence, prenant des notes. Quand elle leva les yeux vers moi, elle sourit. Un sourire de prédateur. « Madame, avec ces preuves, votre mari n'a aucune chance. Vous obtiendrez tout ce que vous demandez. La maison, la moitié de ses biens, une pension compensatoire. Et surtout, vous sortirez de ce mariage la tête haute. »« C'est tout ce que je veux, » répondis-je. « Qu'il paye pour ce qu'il a fait. »« Il payera, » assura-t-elle. « Croyez-moi. » Nous passâmes 2 heures à préparer le dossier. Chaque détail, chaque argument, chaque preuve. Quand nous eûmes terminé, elle me serra la main. « Le divorce sera prononcé dans 3 mois maximum. En attendant, je vais demander une ordonnance de non-réintégration du domicile conjugal. Il ne pourra plus mettre les pieds chez vous. » Je quittai son cabinet à midi. Le soleil perçait enfin les nuages gris. Je marchai jusqu'à un restaurant près de la Seine et commandai un déjeuner. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais faim, vraiment faim. Je mangeais lentement, savourant chaque bouchée. Mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. Je décrochai. « Allô ? Camille, c'est Antoine. Ne raccroche pas. » Sa voix était brisée, désespérée. « Comment as-tu eu ce numéro ?» demandai-je froidement. « J'ai emprunté le téléphone de ma mère. S'il te plaît, écoute-moi. Je suis partie de la maison. J'ai pris mes affaires. Je suis chez elle maintenant. Mais je t'en supplie, laisse-moi une chance de m'expliquer. »
Il n'y a rien à expliquer, répondis-je calmement. Tu m'as trahi, pendant des mois, peut-être des années. Tu as transformé notre maison en bordel pour tes maîtresses. C'est fini, Antoine. Accepte-le. Je t'aime, sanglota-t-il. Je t'ai toujours aimé. C'était juste. C'était une faiblesse. Une faiblesse? Je ris. Un rire dur, sans joie. Une faiblesse, c'est un écart. Une fois. Pas 4 femmes différentes. Pas pendant des mois. Pas dans notre lit. Camille. Écoute-moi bien, Antoine. Si tu essaies de me contacter à nouveau, je publie les vidéos. Partout. Facebook, Instagram, YouTube. Le monde entier verra qui tu es vraiment. Tu comprends? Silence. Puis, oui, bien, mon avocate te contactera dans les prochains jours. Signe les papiers sans discuter et on en restera là. Sinon, je te promets que ta vie deviendra un enfer. Je raccrochai avant qu'il puisse répondre. Je bloquai ce numéro aussi. C'était terminé. Vraiment terminé. L'après-midi, je retournai à l'appartement. Notre appartement. Mon appartement maintenant. J'ouvris la porte. Tout était silencieux, vide. Les affaires d'Antoine avaient disparu. Son manteau, ses chaussures, ses livres, comme s'ils n'avaient jamais existé. Je marchais dans chaque pièce. Le salon où il m'avait trompé. La cuisine où ses maîtresses mangeaient ma nourriture. La chambre où nous avions dormi pendant 23 ans. Je m'assis sur le lit et pour la première fois, je pleurais. Vraiment, profondément. Pas de colère, pas de rage. Juste de la tristesse. De la tristesse pour toutes ces années perdues. Pour la femme que j'avais été, qui croyait en l'amour éternel. Pour les mensonges que j'avais avalés chaque matin avec son baiser. Je t'aime éternellement. Ces mots résonnaient encore dans ma tête. Mais maintenant, je savais. L'éternité d'Antoine avait duré exactement jusqu'au moment où il avait été découvert. Je pleurais pendant 1 heure. Puis je me levais, me lavais le visage, me remaquillais. Je sortis mon téléphone et appelai un serrurier. « Bonjour. Je voudrais changer toutes les serrures de mon appartement. Aujourd'hui, si possible. »« Aucun problème, madame. Je peux être là dans 1 heure. »« Parfait. Je vous attends. » En attendant, je fis le tour de l'appartement et décrochai toutes les photos de nous. Notre mariage, nos vacances, nos anniversaires. Je les mis toutes dans un carton. Je ne les brûlerai pas. Je ne les détruirai pas. Je les garderai dans une cave, fermée, oubliée. Comme notre mariage. Une partie de ma vie qui était terminée. Le serrurier arriva à 16 heures. En 1 heure, toutes les serrures furent changées. 3 nouvelles clés. Une pour moi, une chez Sophie, une 3e cachée chez ma sœur. Antoine ne pourrait plus jamais entrer ici. À 18 heures, tout était terminé. Je payai le serrurier et fermai la porte derrière lui. Je m'assis sur le canapé et regardai par la fenêtre. Paris s'illuminait lentement. Les lampadaires s'allumaient un par un. Les gens rentraient chez eux après le travail. La vie continuait, indifférente à ma douleur, indifférente à ma libération. Mon téléphone vibra. Un message de Sophie. « Comment tu vas ?»« Bien, répondis-je. Vraiment bien. » Et pour la première fois depuis des semaines, ce n'était pas un mensonge. Le soir, je me préparais un dîner, juste pour moi. Du saumon grillé, des légumes vapeur, un verre de vin blanc. Je mangeais lentement, en silence, savourant la solitude, la paix, l'absence de mensonges. Après le dîner, je pris un bain long, chaud, parfumé. Je fermai les yeux et pensais à l'avenir, à la femme que je voulais devenir, plus forte, plus sage, plus libre. 3 mois plus tard, le divorce fut prononcé. La maison me fut attribuée, la moitié de son compte en banque aussi, et une pension compensatoire pour les années perdues. Antoine ne contesta rien. Il signa tout. Il avait perdu son travail entre-temps. La directrice du lycée avait appris ses absences répétées pendant les heures de cours. Elle l'avait licencié pour faute grave. Les rumeurs circulaient. Ses amis l'avaient abandonné. Sa mère était humiliée. Il vivait seul maintenant, dans un studio minable de banlieue. Moi, je changeais tout.
Je vendis l'appartement, trop de souvenirs, trop de mensonges. J'achetai un petit 2 pièces près du Luxembourg. Lumineux, calme, nouveau. Je voyageais. Rome, Barcelone, Lisbonne. Des villes que j'avais toujours voulu voir mais que je n'avais jamais visitées parce qu'Antoine préférait rester à Paris. Je rencontrais des gens, je ris, je vécus. 1 an après le divorce, je marchais sur les quais de Seine par une belle après-midi de printemps. Le soleil brillait, les arbres étaient en fleurs. Et je réalisais quelque chose. Je ne pensais plus à lui. Antoine n'existait plus dans ma tête. Il était devenu un fantôme, un souvenir lointain, une erreur corrigée. J'étais libre, vraiment libre. Et l'éternité, la vraie, celle que je méritais, venait juste de commencer.